Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour d'Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. C'est du lundi au jeudi à 7h25. Guten Tag Valérie, bonjour. Bonjour. Pourquoi ça y est, vous allez partir en Allemagne? Non, mais j'ai fait allemand première langue en 6e. Ah, d'accord. Au lycée Gélo Curie de Nanterre. Buenos dias. D'Andrea Cotarac, bonjour, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour. Mehdi Raïch, bonjour à toutes et à tous. Bon, porte-parole de Génération Libre, et Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes. Bonjour. Bonjour. Bon, français. Il a un porte-badge bleu, blanc, rouge, donc on reste des républicains français. À gauche, ça fait plaisir. Le RN annonce la censure. Évidemment, c'est ce dont on parle dans l'actualité. Le cash est en train de disparaître. J'ai vu ça ce matin. Les gens payent de plus en plus avec leur carte bleue. Et vous avez vu qu'il y a même des SDF qui ont des terminaux bancaires. Absolument, et l'Église constate que 80% des dons sont faits avec des cartes bancaires maintenant. Pour les on remplace les troncs dans les messes, et que ça permet d'augmenter le don moyen des fidèles, qui est à 7 €. Et puis polémique autour des calendriers de l'Avent. Sont-ils compatibles avec la laïcité? C'est Xavier Bertrand qui a pris la parole pour dénoncer des mesures qui ont été annoncées dans certaines écoles où, vous savez, il y a des calendriers de l'Avent qui sont proposés aux enfants et des écoles ont refusé en disant que c'était une atteinte à la laïcité. Bref, tous ces sujets avec vous. Mais on va jouer sur Sud Radio. Figurez-vous que le début du mois de décembre annonce le retour du sapin de Noël. Et le sapin de Noël, qui dit sapin de Noël, dit cadeau. Alors évidemment, vous pouvez jouer et gagner de très très nombreux lots en nous appelant. Évidemment, ce sera tous les jours, toute la journée, jusqu'au 24 décembre. Le grand sapin, c'est maintenant. Vous l'avez peut-être gagné. Une enceinte Bluetooth JBL offerte par la Confédération des buralistes. Une trousse de produits de beauté Maricor. Vous en rêvez, Eric? Oui. Et puis plein de cadeaux. Donc vous nous appelez au 826 300 300. Et si vous êtes le combienième appel? C'est vous qui jouez aujourd'hui. 15e. Le 15e appel, attention, bonne chance. Et voilà, on vous attend et on vous donnera le gagnant dans un instant. Bonne chance. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va commencer peut-être avec vous, Andrea. C'est un focus ou plus qu'un coup de gueule sur ce qui se passe en Syrie. Oui, tout à fait. C'est bien loin de la censure, mais c'est une actualité qui m'a particulièrement choqué. Moi, je suis allé en Syrie, j'ai vu des chrétiens d'Orient en Syrie. Je m'étais même rendu à Maloula, qui est un des plus anciens villages chrétiens au monde. Et ces gens-là m'avaient expliqué quelle avait été l'occupation qu'ils avaient subie lors de la guerre en Syrie. 1 an et demi sous Al-Qaïda en Syrie. Il fallait écouter, Valérie, ces femmes qui me parlaient de viol, ces mères de famille qui m'expliquaient que leur maison avait été occupée par des djihadistes. Et j'ai remarqué que c'est reparti. Parce que il y a les chrétiens d'Orient, mais il y avait aussi des yézidis qui avaient été massacrés par Daesh. L'Allemagne avait même reconnu un génocide sur cette population-là, et j'ai remarqué que c'était reparti. On a, je pensais pas d'ailleurs que ça puisse repartir. On a plein de djihadistes qui nous viennent d'Idlib, qui est une ville en Syrie, dont l'ONU expliquait elle-même que c'était le plus grand dépotoir d'islamistes et de terroristes au monde. Les voilà ressortis. Et revoilà l'hydre islamiste qui s'attaque aux Syriens. Donc mon coup de gueule, c'est le suivant. Moi, vous le savez, Valérie, j'ai commenté ici plusieurs choses. J'avais pas eu de mal à qualifier le Hamas comme organisation terroriste, parce qu'à partir du moment où on s'attaque à des civils, à des femmes, à des hommes sans défense, on est un terroriste. Mais mon coup de gueule, c'est qu'une certaine presse en France qualifie Al-Nosra, Daesh, tous ces takfiristes, ces islamistes comme de simples rebelles. Et je trouve ça absolument inacceptable. Cette prise d'Alep est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe, c'est une très mauvaise nouvelle pour les populations civiles au Moyen-Orient. Et on a vu des femmes se faire enlever. Des femmes kurdes, absolument. Oui, vous avez suivi cette actualité dont on parle finalement assez peu et qui est dramatique. Plus que dramatique, c'est qu'on a l'impression que l'histoire se répète et que cette région ne s'en sortira jamais à ce niveau. On a effectivement eu le cas de Daesh avant, mais c'est une arlésienne qui revient sans arrêt. On ne sait pas comment faire. Et puis il y a aussi les conséquences possibles pour la France. Je ne sais pas ce que ça sera. Je suis pas géopolitologue, donc je vais pas m'aventurer sur ce cas-là. Mais il y a aussi toute la géopolitique qui se passera autour d'Israël. On sait que du coup, ce qui se passe en Syrie, personne n'en parle aujourd'hui, ou du moins on vient juste d'en parler ce matin. Mais quand je pense à la gauche, notamment Rima Hassan, qui se dit syrienne, mais pas un mot sur Bachar al-Assad lorsqu'il a assassiné 500 000 Syriens,
finalement, je trouve que le traitement de ce cas-là est pas assez mis en avant. Et franchement, je trouve la situation plus que dramatique, mais je ne sais pas ce que ça va amener, je sais pas, dans quelques années, dans quelques mois sur le territoire français. Franchement, les conséquences au niveau du terrorisme islamique, je ne sais pas ce que ça donnera. Et je trouve ça plus que très préoccupant. Oui. Eric ? Oui, il faut rajouter à ça ce qui se passe aussi en Afrique. Vous avez vu que les troupes françaises quittent le Tchad, remerciées avec un coup de pied au derrière. La même chose au Sénégal. Bon, ça, c'est la diplomatie du Mozart de la diplomatie qui s'appelle Emmanuel Macron. Mais au-delà de la blague, on peut se poser une question sans faire insulte à personne. C'est comment l'armée régulière tchadienne va pouvoir contenir les mouvements djihadistes islamistes dans ces pays-là. Et comme répercussion à plusieurs années, il faut aussi se poser la question de savoir comment ces mouvements, qui ne seront plus retenus, qui ne seront plus combattus, à mon sens, avec efficacité, ne vont pas déferler ou venir en Europe. C'est le même sujet. C'est le même sujet. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. Et puis, vous voulez aussi parler de la Syrie, Alexis Bachelet. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et c'est le moment de retrouver notre gagnant ou notre gagnante. Bonjour, Nadia. Bonjour Sud Radio. Bonjour, vous nous appelez de Castelginest, c'est cela ? C'est cela, dans la Haute-Garonne. La Haute-Garonne, vous êtes une fidèle de Sud Radio ? Complètement. Voilà. Oui, énormément. Vous préparez votre sapin, vous l'avez déjà décoré ou pas encore ? Non, pas encore, ça va pas tarder. Bon. Vous avez des enfants, des petits-enfants ? Voilà, des petits-enfants. 3 petits-enfants, voilà. Alors, et on commence à préparer les cadeaux, oui. Et alors, qu'avez-vous gagné ? On va découvrir votre cadeau. Alors, c'est un cadeau d'un montant de 200 € pour vous offrir des bracelets Le Vent à la Française, la marque de bracelets mixtes d'excellence 100% française avec des matières confectionnées main, garantie à vie, plus de 1000 magasins. Donc, et il y a même un site pour aller les voir. Donc ça va être pour vous le cadeau, j'imagine. Oui, c'est pas pour les enfants. Merci. Super. Merci à vous, merci Nadia d'avoir été avec nous. Et vous pouvez, vous aussi, et puis continuez d'écouter Sud Radio et le Grand Sapin, c'est tous les jours sur Sud Radio. Continuez de nous écouter. Alors nous, on va continuer nos commentaires de l'actualité avec Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. On vous retrouve à 7h25 du lundi au jeudi dans le Grand Matin Sud Radio. Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement National, Mehdi Raïch, porte-parole de Génération Libre, et Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes. On va revenir sur cette menace de censure qui fait peser le Rassemblement National. On va parler de notre usage de l'argent et des cartes bancaires. Visiblement, nous payons de plus en plus souvent avec des cartes bancaires. Les calendriers de l'Avent sont-ils compatibles avec la laïcité ? Et puis, je voudrais bien qu'on reparle de cette proposition qui a été faite de supprimer les protections des premiers ministres. Et je vous entendais, Éric Revel, ce matin, dire il n'y a pas que. Mais non, bien sûr il y a aussi. Il y a ce qu'on appelle les T4. Absolument, les ministres de l'Intérieur. Les anciens ministres de l'Intérieur, les anciens ministres de la Défense, tout ça, ça coûte 4 millions d'euros par an. C'est-à-dire plus que les 1,5 pour assurer la protection des anciens premiers ministres. On en parlera dans un instant. On continue notre tour de table. On parlait de la situation en Syrie, de la ville d'Alep qui est aux mains des djihadistes. Alors vous aussi, Alexis Bachelet, vous vouliez parler de ce conflit en Syrie. Et déjà, on a commencé à débattre pendant le journal. Absolument. Et du coup, en écoutant Andrea Cotarac, j'ai vu qu'il avait un point commun avec Rima Hassan, c'est qu'il avait du mal à rappeler dans quel état se trouve la Syrie aujourd'hui après 13 années de guerre civile. Une Syrie ensanglantée, toujours dirigée par Bachar el-Assad, 600 000 morts, plus de 5 millions de réfugiés syriens, dont une grande partie d'ailleurs sont en Turquie, 4 millions, ce qui explique d'ailleurs pourquoi la Turquie se mêle des affaires syriennes, parce que c'est un enjeu aussi de politique intérieure pour eux. Et donc se contenter de déplorer la chute d'Alep aux mains d'un, moi je ne sais pas comment appeler, un ramassis, alors il y a sûrement des islamistes là-dedans, il y a un tas de groupes armés dont la plupart sont financés par la Turquie. Il y a aussi sans doute un agrégat de gens qui étaient issus des anciennes rébellions contre Bachar el-Assad. Donc il y a des groupes islamistes. Mais qui occupait Alep auparavant ? Vous dites c'est affreux, Alep était occupé donc par l'armée de Bachar el-Assad et par des milices chiites financées par l'Iran. Alors je ne suis pas sûr que les gens soient tous désespérés
que ces gens-là, donc le Bachar al-Assad, qui a massacré son peuple, qui a utilisé quand même les armes chimiques, qui donc est resté au pouvoir avec l'aide de l'aviation russe, avec donc le soutien de l'Iran et les milices chiites, du Hezbollah, aussi présent fortement en Syrie. Donc c'est tous ces gens-là que vous regrettez finalement qu'Alep ne soit plus aux mains. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le régime de Bachar al-Assad, et pourquoi faut-il s'en étonner, est illégitime parce qu'il a massacré son peuple et qu'il n'y a pas qu'à Alep que Bachar al-Assad est conspué. Il y a des manifestations en ce moment dans tout un tas de villes parce que je pense qu'à un moment donné, compte tenu de l'affaiblissement de l'Iran, du Hezbollah et de la Russie, qui sont les bailleurs de fonds et les soutiens de Bachar al-Assad, oui, le régime de Bachar al-Assad peut s'effondrer du jour au lendemain. Qu'est-ce qui va se passer après? Là, je suis comme tout le monde. C'est très complexe. On peut être inquiet, effectivement. On peut être inquiet. On peut avoir une prise de pouvoir par des groupes très radicaux, islamistes, etc. Peut-être que le pays sera partitionné entre une partie qui est déjà aux mains de l'Iran dans l'Est, une autre partie au Nord qui est aux mains de la Turquie, qui semble vouloir effectivement prendre date et prendre position fortement dans le pays. Mais en tout état de cause, moi, M. Kotarak, je n'ai pas aucune sympathie envers le régime de Bachar al-Assad. Mais qui vous a dit ça? Non, parce que j'ai conscience du niveau de crime que ce régime a commis. Et je sais que dans les médias et en France, il y a une partie de l'élite qui avait de la sympathie pour Bachar al-Assad. Moi, quand j'étais député, il y a des gens, un certain nombre de parlementaires qui s'étaient rendus au chevet du régime en 2016 et je l'avais dénoncé. Ce que j'avais dit, c'est cautionner ce qui se passe là-bas. Là, c'est entre la peste et le choléra, ce dont vous C'est entre la peste et le choléra. Mais vous avez... Mais il ne faut pas s'étonner, Valérie, non plus. Vous avez un journal comme Libération qui parle de ce groupe djihadiste, Hayat Tahrir al-Sham, qui est un groupe djihadiste. Ils ont levé le doigt en signe de ralliement. Enfin, c'est un groupe djihadiste. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a peut-être des rebelles, mais... L'opposition syrienne, ça n'est pas que des djihadistes. Mais là, en l'occurrence, à Alep... Il y a aussi d'autres gens qui ne veulent plus de Bachar al-Assad. Bien sûr, mais quand vous voyez les images de ce qui s'est passé à Alep, on n'a pas le sentiment que ce soit des rebelles modérés, si on peut employer le terme de rebelles modérés. Quand on voit les femmes yézidis qui sont embarquées dans des voitures, je ne vois pas en quoi ce sont des rebelles modérés et en quoi ça joue... voilà. Donc je trouve que prendre le... défendre, d'attaquer Bachar el-Assad, certes, qui est un bourreau sanguinaire, etc., me paraît assez déplacé compte tenu de ce qui vient de se passer. Oui, je trouve que c'est déplacé de rappeler qu'il a mis son pays dans une situation catastrophique et qu'à un moment donné, effectivement, les gens sont sommés de choisir entre la peste et le choléra. Vous êtes en train de dire il vaut mieux finalement avoir des djihadistes qui vont violer, massacrer des femmes. De toute façon, les crimes du régime, ils sont sans nom. Il y a eu des viols aussi sous Bachar el-Assad, il y a eu des crimes. Moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut expliquer la complexité des choses et pas donner à voir, effectivement, une partie de la vérité. C'est ça que je voulais dire pour établir un petit peu les choses. En fait, c'est ce que je disais hors antenne, c'est que c'est très compliqué de... En fait, ce n'est pas parce qu'on dit que la situation est catastrophique sur place et qu'effectivement il y a des milices djihadistes qu'on cautionne ce qu'a fait Bachar al-Assad avant. Je l'ai dit, de toute façon, il a utilisé des armes chimiques, il a tué 500 000 Syriens, ça a été réprimé dans le sang. Donc, en fait, pour moi, c'est très difficile de me placer sur ce sujet, si ce n'est que d'être du côté des civils. En fait, c'est eux qui prennent, c'est eux qui prennent cher dans la tête. Donc, à part finalement avoir un regard très lointain et se dire mais on ne sait pas comment ça va évoluer, pour moi c'est difficile de trancher d'un côté ou d'un autre, même si je sais ce qu'il y a dans le djihadisme, mais je ne veux pas du tout de ça. Je sais ce qu'il y a dans ces milices-là, mais c'est tellement aujourd'hui un conglomérat, la situation elle évolue minute par minute. On ne sait pas quelle force, parce que c'est un peu comme ce qui s'est passé à Daesh. Daesh, c'était en fait un conglomérat aussi au départ de plusieurs mouvances islamistes, et puis il y en a une faction qui a pris le pouvoir, et toutes les autres ont été assujetties. Là, on ne sait pas ce qui va se passer. Lorsqu'il y a eu la révolution en Iran, les mollahs se sont associés aux communistes, les communistes ont dit on va faire la révolution. Une fois arrivés au pouvoir, les mollahs ont coupé la tête aux communistes. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quelle sera la tendance en interne au sein de ces mouvances-là. Donc pour le moment, à part dire prions pour les civils pour que ça se passe au plus vite et que vite se dégage quelque chose de positif de cette situation, je vois pas ce qu'on peut dire. Oui, Eric. Oui, alors moi je vais être d'un cynisme absolu. Bon, Bachar el-Assad, quand il a gazé son peuple, une partie de son peuple, les puissances occidentales se sont posé la question de savoir s'il fallait le déstabiliser, voire même lui réserver le sort qu'on avait réservé à d'autres dictateurs. On pense à Saddam Hussein ou à Kadhafi.
Et le cynisme trouve sa place là, c'est-à-dire que quand vous déstabilisez un pays comme la Syrie et que vous faites sauter son dictateur, bien malin qui sait ce qui se passe en réalité derrière. C'est pour ça que Alexis a raison, c'est d'une complexité folle. Je dis pas qu'il faut maintenir Bachar el-Assad, je dis simplement que depuis des années, notamment les Américains se sont posé la question de savoir s'il fallait renverser ou pousser à la déchéance de ce type. Et en fait, quand on voit les exemples de ce qui s'est passé en Irak ou en Libye, où il n'y a quasiment plus d'État, et je ne parle pas des problèmes d'immigration que ça génère derrière, malgré tout, je pense que les puissances occidentales, avec un cynisme politique, évidemment, qui n'épargne pas les peuples qui souffrent de ce dictateur, ces puissances occidentales se posent la question, en réalité. C'est pas si simple que ça, que de décider de renverser un type comme Bachar el-Assad. Juste très rapidement, c'est même pas les Occidentaux qui font la pluie et le beau temps, puisque moi je me souviens de Laurent Fabius, donc de gauche, comme vous, qui expliquait que M. al-Assad ne devrait plus vivre. Donc la France voulait renverser Bachar al-Assad. Mais il expliquait dans le même temps que Al-Nosra, Al-Qaïda, faisait du bon boulot en Syrie. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc moi, je ne vous explique pas que Bachar al-Assad est un exemple de démocratie. Loin de là. Je veux dire, personne ne peut le dire autour de cette table. Personne ne le cautionne. Ceci étant dit... je respecte le droit international, je respecte la Syrie telle qu'elle est dans son entièreté, et que le chef d'État qui est reconnu internationalement s'appelle, malheureusement, mais en tout cas, c'est Bachar al-Assad. Par ailleurs, je vous indique quand même que... Excusez-moi, je termine juste un truc. Vous savez que 5 pays de l'Union européenne ont rouvert leur ambassade à Damas. Vous savez aujourd'hui que Mme Meloni a demandé à ce qu'un émissaire européen soit à Damas pour rétablir les liens diplomatiques avec Damas. Donc la France finalement apparaît comme l'un des derniers pays à ne pas rouvrir son ambassade. Donc il y a aussi une réelle politique. Il y a une réelle politique, et c'est pas en agitant Iran que vous allez me faire peur. Vous prenez le cas de l'Arménie où des chrétiens sont massacrés. Si l'Azerbaïdjan n'a pas rasé l'Arménie de la carte, c'est aussi grâce à l'Iran. Donc si vous voulez, la géopolitique c'est très complexe. Et il faut pas la résumer à noir ou blanc ou à noir et noir. Mais vous êtes rentré par le volet noir justement. Non, moi je vous explique simplement que vous avez uniquement parlé de ce qui se passait à Alep, sans rappeler le contexte. Quand je vois une population qui fuit leur maison, quand je vois des réfugiés, quand je vois des femmes kurdes qui sont enlevées par des djihadistes, qui vont certainement être violées derrière, pardon, mais je peux pas me satisfaire de ça. Vous peut-être, pas moi. Bon. Oui, un mot et puis on va avancer. Un mot, parce que personne ne se satisfait des violences qui sont commises contre les populations civiles, mais rappelons une énième fois que celui qui a fait tirer sur son peuple, qui l'a gazé, c'est Bachar el-Assad, et que par ailleurs, contrairement à ce que dit M. Kotarak, la normalisation de la Syrie ne va pas de soi. Mais vous semblez... C'est un pays qui est encore sous sanction, et pardon de le rappeler, à un moment donné, oui, moi je ne suis pas pour qu'on chasse Bachar el-Assad. Je pense qu'il faut laisser son peuple faire le boulot. Et que si la Russie et l'Iran n'étaient pas intervenus, Bachar el-Assad serait déjà en Russie, chez son ami Poutine, ou à Téhéran. C'est uniquement parce qu'il a reçu un soutien militaire. C'est pour ça que je dis que l'Occident ne fait pas la pluie et le beau temps. Ils sont intervenus pour le sauver, qu'il est encore au pouvoir. Sinon, il ne serait plus au pouvoir, son peuple l'aurait chassé. Un mot, Mehdi. Si je veux aller dans le sens d'Éric Revel, c'est que, en fait, la situation de la Syrie aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'elle ne soit pas assez forte. En fait, il y a une question que c'est vraiment de la réelle politique, c'est que si l'État syrien est trop fort, on met en avant trop Bachar el-Assad et on peut avoir des situations comme il a fait à gazer 500 000 personnes. Les armes chimiques, c'était pas du gaz, c'était oui, c'est des armes chimiques, excusez-moi. Et en même temps, faut pas qu'il soit assez faible pour tomber aux mains des djihadistes. Et donc toute la question est de savoir quel équilibre il y aura aujourd'hui. Et toute la question de la géopolitique du Moyen-Orient à ce niveau, elle se situe ici. Donc en fait, on est dans une situation où finalement tous les civils vont payer. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue, on va passer bientôt à la politique française. Éric, un focus sur la démission immédiate de Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Alors Stellantis, c'est 15-17 marques de voitures. Oui, Renault, c'est Peugeot. Non, pas Renault. C'est Peugeot, Citroën, Jeep, Dodge, Opel, Fiat, Alfa Romeo, etc. Alors Carlos Tavares,
c'était à l'origine un bras droit de Carlos Ghosn chez Renault. Ça a été un peu le dieu sur terre pendant quelques années dans le secteur de l'automobile. Il avait réussi un redressement spectaculaire des marques. Le secteur automobile dans sa grande globalité est en grande difficulté, ce qui d'ailleurs entraîne un amoncellement de plans sociaux massifs en France, mais ailleurs, hein, pas seulement dans le secteur automobile, mais aussi chez les équipementiers. Je pense à ThyssenKrupp qui fait de l'acier en Allemagne, qui vire 11 000 personnes. Enfin, vous voyez, c'est un secteur qui est sinistré totalement avec la concurrence chinoise. Et Carlos Tavares, donc, a enregistré ce qu'on appelle un profit warning, c'est-à-dire une mise en alerte sur ses résultats. Alors, ce qui est un peu surprenant, c'est pas qu'il quitte la tête de Stellantis, puisque ça avait été acté qu'il partirait en 2026. Sa première réaction, ça avait été de dire, en fait, ma femme me veut plus souvent à la maison, donc je vais arrêter. Bon, il a des émoluments très confortables. Hein. Il est payé à coût de dizaines de millions d'euros, mais il avait redressé considérablement. Mais la grande surprise, ça a été hier soir, puisque en fait, son conseil d'administration lui a demandé de partir immédiatement. Alors, il y aurait des divergences de stratégie. Carlos Tavares souhaitant plutôt continuer à couper dans les effectifs, on l'appelait le cost killer, hein, alors que ses actionnaires verraient plutôt une stratégie de plus long terme. Bon, alors j'ai lu différents papiers, réactions depuis cette annonce surprise d'hier soir du départ de Carlos Tavares. J'avoue que j'ai pas trouvé, à mon sens, mais je me trompe peut-être complètement, les raisons, parce que c'est quand même très surprenant, si vous voulez, qu'il ait de mauvais résultats, qu'il y ait une divergence de stratégie au sein de son conseil. C'est 255 000 travailleurs dans le monde, Stellantis, c'est considérable. Voilà, moi j'attends peut-être quelques jours pour y voir un peu plus clair. En tout cas, voilà, c'est un peu le dieu de l'automobile qui vient de tomber de son piédestal. Carlos Ghosn, ça fait beaucoup de dieux de l'automobile qui tombent de leur piédestal. Bon, c'était peut-être pas des dieux en fait. Mehdi, vous, c'est un coup de gueule. Oui, ironique. Alors très rapidement sur un coup de projecteur. Sur Joe Biden, qui gracie son fils. Alors. Je trouve ça absolument fabuleux. Hunter Biden. Je trouve ça absolument fabuleux. C'est le mot. Il y a quelque chose de saisissant, c'est que, en fait, la manière dont s'est présenté Joe Biden lorsqu'il a été élu, c'est qu'il était un président éthique, progressiste. Et puis finalement, ce qu'on retiendra de son mandat, c'est pas un grand discours, c'est pas une phrase, non c'est qu'il a gracié son fils. Et lorsque nous, on a analysé en France la situation politique aux États-Unis, notamment avec l'élection Kamala Harris-Donald Trump, on était allé à dire non, ce sera le vote des femmes qui fera la différence. Mais au fond, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est que les États-Unis, quand on voit Joe Biden agir de cette manière-là, c'est que on a l'impression qu'il y a une justice à deux vitesses. C'est une justice finalement qui porte des Ray-Ban et qui sort d'Air Force One. Et c'est ce qui alimente profondément le populisme. Et c'est quelque chose qu'on peut faire un parallèle avec la France. C'est que quand nous, on a des histoires avec les attachés parlementaires, quand on a des histoires avec les emplois fictifs, je pense à Jacques Chirac avec la mairie de Paris à l'époque, finalement, on a l'impression d'une collusion entre le pouvoir politique, finalement, qui devient personnel, et une sorte d'injustice. Finalement, il serait quelque part irresponsable. Il pourrait finalement toujours s'en sortir. Et ce sentiment-là, c'est quelque chose qu'on, finalement, je pense que les politiques français n'ont pas assez bien saisi. C'est ce qui alimente pour moi le populiste aussi bien à gauche, à droite et même au centre, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui mine profondément la démocratie. Et je nous trouve malade de ce sentiment-là aujourd'hui. Et quand je vois Joe Biden faire ça, je trouve que c'est juste symptomatique de ce qui traverse aujourd'hui les démocraties. C'est cette collusion qu'il y a entre le pouvoir politique qui finalement s'accapare, finalement une justice à deux vitesses, il est un peu au-dessus des lois, ils arrivent toujours à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et finalement, le citoyen lambda qui se dit moi finalement, quand je dois payer, je vais payer plein pot. Alors on peut quand même remarquer une chose, c'est que Trump, depuis qu'il a été élu, avant son intronisation officielle au mois de janvier, aussi. C'est ça, n'a plus aucune poursuite contre lui. Oui, il a été lavé aussi, mais vous avez raison. Après avoir gagné. Après avoir gagné. Mais ce que je veux dire, vous avez raison, c'est que ça alimente une espèce de suspicion. C'est-à-dire que nous, on est des justiciables ordinaires qui doivent payer rubis sur l'ongle, et d'autres, parce que le fils de Joe Biden, c'est un drôle de coco. Oui, parce qu'il avait concédé avoir trafiqué de la drogue, acheté de la drogue, fraude fiscale, conflit d'intérêts, etc. Et donc Joe Biden a dit aucune personne raisonnable qui examine les faits dans les affaires concernant Hunter ne peut aboutir à une autre conclusion que celle-ci. Hunter a été pointé du doigt uniquement parce qu'il est mon fils. En héritage politique, il laisse ça. Ouais, bien sûr. La personne qui vient, surtout maintenant. C'est se tirer une balle dans le pied. La seule chose qu'on retiendra de Joe Biden à la fin, c'est que
allez, mon fils a fait excusez-moi l'expression, mais des grosses conneries, allez, je te gracie. Ouais. Je trouve ça terrible pour la démocratie américaine, qui est quand même une très grande démocratie, voir ça alors qu'ils sont quand même dans un moment particulier de leur histoire, je trouve, avec l'intensité de l'élection politique. On se retrouve avec un président qui dit mais non, mon fils fait des bêtises, c'est pas grave, je le gracie. Et on parle pas de petites bêtises. Non, on parle de choses assez graves. Et Donald Trump avait dit qu'il le poursuivrait. Hein, donc, mais je comprends pas parce qu'il n'a pas été condamné pour l'instant. Il était en attente de procès. Donc mais c'est encore pire. C'est ça. Mais ça veut dire qu'il lève. Il prend de l'avance. Il prend de l'avance. Parlons. On va commencer avec peut-être la petite phrase rapportée par Le Monde. Oui. Brigitte Macron qui aurait dit lors d'un dîner Ariel Dombal, les Français ne méritent pas mon mari. Ça agite beaucoup nos auditeurs. Propos rapportés. Bah oui, c'est toujours compliqué de. Voilà, maintenant. De commenter les propos de table. Surtout si c'est à la fin d'un dîner. Enfin, je ne sais pas. Fin d'un dîner mais en tout cas, pourquoi est-ce que cette rumeur prend corps? Parce qu'en fait, ça colle assez à l'image que l'on a, nous, à tort ou à raison, de l'arrogance de Macron. C'est-à-dire qu'on le perçoit tellement comme s'estimant supérieur à la Terre entière. Même si Jupiter, je le rappelle, puisque maintenant il fait beaucoup de voyages et qu'il va dans beaucoup d'hôtels, Jupiter est devenu Mercure, vous voyez, c'est comme la marque d'hôtel. Mais en fait, ça correspond, c'est-à-dire que l'arrogance de Macron peut susciter chez sa femme l'idée qu'il est tellement au-dessus de la mêlée qu'on le mériterait pas, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas plus, à mon avis, si elle l'a dit, il n'y a pas plus symbole de déconnexion que cette phrase-là, si elle a été dite, parce que ça veut dire que, en fait, non seulement vous n'êtes pas digne de l'avoir comme président, mais en plus vous ne pouvez pas le comprendre puisque vous êtes en dessous de la mêlée et que lui, c'est l'arbitre des élégances. Ouais, justement, je vais rebondir sur ça. Je partage ce qui est dit, mais il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est vous avez dit si c'est dit. Oui, bah oui. Alors, et moi, ce sont deux journalistes. Oui, mais c'est un propos qu'Ariel Dombal aurait dit, je crois, lors du dîner. Non, c'est non. C'est pas ça. Et Brigitte Macron par rapport à Ariel Dombal. Voilà, et Ariel Dombal. Déjà, c'est tout un programme. On a envie d'être là. Mais c'est totalement misogyne ce que vous dites. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les propos rapportés. C'est l'élite de l'élite, quoi. Voilà, les propos rapportés, j'ai beaucoup de mal. Non seulement ça pourrait dire que ça peut être du pipeau, finalement, c'est totalement faux, et on parle sur quelque chose de faux. Ça pourrait être malveillant envers son mari. Ça pourrait être très malveillant, et au fond, ça pourrait aussi dire que quelqu'un a trahi. Ça peut être une confidence qu'on fait à un ami et puis finalement ça sort dans la presse. Et que d'oreiller en oreiller, voilà, je trouve ça très malaisant ce genre de phrase. Ce sont deux journalistes plutôt très sérieuses, Claire Gatinois et Solène de Royer qui ont rapporté ces propos. En même temps, il faut vivre, Valérie. Oui, mais si les journalistes n'écoutaient pas aux portes, vous seriez moins bien payés. Oui. Je n'écoute pas aux portes. Vous avez une drôle d'idée du métier de journaliste, mon cher Alexis. Andrea, la première chose qui me choque, moi, c'est sur la forme. Que fait Ariel Dombal là-bas? Parce qu'en fait, c'était pour la remise de Légion d'honneur à Michel Sardou. D'accord. Et la deuxième chose, c'est quelle déconnexion? Quelle déconnexion, parce qu'on a à la fois, si c'est vrai évidemment, je le répète, une Brigitte Macron qui explique que le peuple français ne mérite pas son mari, et de l'autre on a des sondages qui vous expliquent que plus de 60% des Français souhaitent que son mari démissionne en fait. Donc on a vraiment un écart grandissant entre les, entre guillemets, élites et le peuple français. Absolument. Moi j'ai juste un mot à dire, pas pour commenter ça parce que c'est drôle, mais en fait, même si c'est pas vrai, c'est crédible. Parce que ça dit ce que les Français ressentent par rapport à Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'est un narcisse qui fait de la politique pour être aimé. Et comme il ne l'est pas, voire même je pense qu'il est maintenant fortement rejeté, il en vient à penser que les Français ne le méritent pas. Donc même si c'est pas vrai, quand on voit le mandat d'Emmanuel Macron, c'est crédible. C'est Narcisse en politique. Allez, Narcisse en politique, et on va voir si Eric nous trouve une punchline pour Barnier. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord si le gouvernement ne se met pas d'accord avec le RN, en tout cas n'accède pas aux lignes rouges qui ont été posées par le RN, il risque de sauter. Le RN annonce la censure, le gouvernement Barnier est tout à fait en danger. Vous avez un mot pour Michel Barnier? Moi je continue à le trouver courageux. Alors vous allez me dire, il n'avait
pas accepté le job. Bon, alors je le trouve courageux. Moi, ce qui m'avait plu, puisque vous aimez mes punchlines, c'est que entre Gabriel Attal, qui avait été catastrophique au moment de la passation de pouvoir, vous en souvenez. Enfin, je veux dire, le mec, il donnait des cours alors qu'il a été 8 mois, même pas Premier ministre, et qu'il explique dans Le Point qu'il a un rendez-vous avec l'histoire des Français. Si vous voulez, bon, au secours. C'est qu'on était passé d'un Premier ministre youtubeur à un Premier ministre Lagarde et Michard. Vous voyez, Lagarde et Michard, qui était le recueil des textes de français que ma génération apprenait. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il a aucune carte en main, Barnier. Il le sait depuis longtemps, mais il a incarné la fonction. Vous savez, moi, je me souviens de cette formule qu'il a eue face à Mathilde Panot, que je ne porte évidemment pas dans mon cœur politique, où il avait dit, Madame, plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Voilà. Et ben ça, c'est le style Barnier qui me va bien parce que ça apaise, ça rassure. Maintenant, pour le reste, Barnier, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Et les Français, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent de savoir à quelle sauce ils vont être bouffés fiscalement. Les entreprises attendent la même chose. Donc en fait, on est un espèce d'état d'apesanteur dont Barnier n'est pas le responsable, et donc je crains qu'il fasse les frais. Pendant ce temps-là, Jupiter, Mercure, voyage. Et donc, il est en Arabie Saoudite. Tout le monde a souri, on doit le dire, je dois confesser, quand on a entendu pendant le journal qu'il était en Arabie Saoudite pour la COP16. Il n'y a pas d'hôtel Mercure en Arabie Saoudite. Andrea Cotaract, vous êtes donc porte-parole du RN. La censure semble être une évidence. C'est ce que disent tous ceux qui s'expriment au nom du RN depuis 48 heures. Enfin, voilà, j'aimerais vous préciser, parce que moi, j'ai pas tout suivi là. Entre Jordan Bardella qui explique que c'est inévitable et Marine Le Pen hier dans la Tribune Dimanche qui dit ce n'est pas inéluctable. Alors c'est quoi, c'est deux fers au feu? Enfin, sauf miracle, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus... mais j'ai l'impression que le RN marchait sur deux pieds à la fois, en disant de toute façon, dans les deux cas de figure, j'aurais raison. Heureusement qu'on marche sur nos deux jambes. Vous pouvez essayer de marcher à cloche-pied, ça a de l'allure. Je marche droit, c'est ça. D'abord, Emmanuel Macron est en Arabie Saoudite pour faire oublier que c'est lui le responsable de cette situation. Vous avez raison de le rappeler. C'est lui le principal responsable de cette situation. On ne le rappelle pas assez, ça. La dissolution, c'est lui. Nommé M. Barnier, c'est lui. Le budget, on va se le dire entre nous, c'est pas le budget de M. Barnier, c'est l'administration. Il était tout fait à l'avance avec l'accord d'Emmanuel Macron. Son directeur de cabinet était celui de M. Le Maire. Donc derrière tout ça, c'est Emmanuel Macron le principal responsable. Pour le reste, Jordan et Marine sont parfaitement en toute cohérence. Ont expliqué que... ils ont écouté le ministre des Comptes Publics qui a dit bon, maintenant la discussion est close sur le budget de la sécurité sociale, le PLFSS. Donc on a tiré les conséquences de cela en expliquant que ils n'amenderont pas ce budget-là et ce sera la censure. Voilà, sauf miracle. Les deux ont expliqué sauf miracle, c'est-à-dire sauf si le gouvernement se décide à améliorer son budget, puisque moi j'écoute des gens même macronistes qui soutiennent ce gouvernement, comme Mathieu Lefebvre hier sur une antenne de chaîne d'information qui expliquait que ce budget était un mauvais budget. Il expliquait que c'était un mauvais budget, mais qu'on était irresponsable si on votait contre. Enfin, moi, ma question, c'est est-ce que dans notre démocratie, on a encore le droit de voter contre un budget qu'on considère comme mauvais, et que même les partis qui sont censés soutenir M. Barnier expliquent eux-mêmes qu'il est mauvais. Alors, l'AME, oui, ça baisse, mais ça baisse de 200 millions sur un budget d'1,6. Il n'y a aucune proposition. Il n'y a pas vraiment d'économie. La lutte contre la fraude, il n'y a aucune proposition sur la baisse de la contribution de la France à l'Union européenne. On est le seul pays de l'Union européenne qui l'augmente, alors que l'Allemagne le baisse. Aucune promesse tenue sur la désindexation des retraités, aucune promesse sur le fait de maintenir l'allègement des charges pour les entreprises. Donc moi je le dis, ce budget il est mauvais, il est nul pour les entreprises, pour la stabilité sociale et économique de notre pays. Donc on a appelé... Depuis le mois de juillet, M. Barnier a respecté des lignes rouges en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre. Et aujourd'hui, il se réveille et il ferme la porte le dernier week-end. Donc oui, je crois qu'il se dirige lui-même vers la censure. Oui, sauf s'il n'y a pas de 49.3, ce qui semble être dans les tuyaux, l'une des hypothèses en tout cas. Et s'il n'y a pas de 49.3, il n'y a pas de censure. Si, en fait. Il y aura moins évident. Voilà, en fait, il passe par ordonnance. Oui, en fait, il y a de grandes chances qu'ils soumettent ça au vote, ça repart en navette parlementaire. Ça repart. En navette parlementaire. C'est reculé pour moins bien sauter. C'est juste gagner du temps. C'est gagner du temps, donc, mais... le temps alors serait alors trop court pour examiner tout le texte. Le terme du délai fixé par la Constitution au titre de l'article 47.1 pour étudier le texte arrivant jeudi. Le gouvernement pourrait donc dans la foulée décider de promulguer le texte par le biais d'ordonnances. Dans ce cas-là, il y aura une motion de censure spontanée, je crois que c'est le terme consacré, pour savoir si le gouvernement... du coup, en fait, tu gagnes juste quelques jours. Mais à quoi ça sert ?
gagner du temps. Enfin, je vois pas trop l'utilité, à part si ce n'est peut-être que lui garde le poste de Premier ministre, et encore. Et on verra ce qui se passera s'il y a de nouveau. Je sais pas. J'ai du mal à savoir où est-ce que ça peut finir. C'est même illisible. Ouais. C'est un peu incongru finalement. On se retrouve avec une majorité, enfin une ancienne majorité qui est devenue minoritaire, mais qui est quand même au gouvernement. Et finalement, le programme, on sait qu'il n'est pas bon, le budget n'est pas bon. Une partie de la majorité présidentielle ne soutient même pas le budget. Et puis finalement, les oppositions disent on va vous sanctionner comme dans toute démocratie. Voilà. Et puis au final, on dit non, il ne faut pas nous sanctionner, alors que le budget n'est pas bon et que la majorité elle-même dit qu'il n'est pas bon. C'est incompréhensible. On ne sait pas trop. Et on dit aux Français, ça va être le chaos si. Oui, il y a la menace brandie derrière. Je trouve ça très populiste. Alexis, la situation la situation, elle est catastrophique parce que tout ça ne serait pas grave si la dette ne s'accumulait pas, si les services publics ne se dégradaient pas et si notre pays n'avait pas besoin d'une plus grande stabilité et clarté que ce qui nous est proposé depuis la désignation de Michel Barnier. Alors bon, j'aurais pas la cruauté de rappeler ce qu'on nous avait expliqué, que c'était un négociateur hors pair, puisqu'il avait tenu tête aux Britanniques sur le Brexit, et on allait voir ce qu'on allait voir. Force est de constater que la mission de Michel Barnier était par définition impossible, puisque pour voter un budget, il lui faut une majorité qu'il n'a pas. Et qu'il n'a pas trouvé malgré les efforts qu'il fait depuis quelques jours, quelques heures, dans une espèce de danse du ventre. J'ai envie de rajouter un point là-dessus, c'est que fort cynique, Monsieur Revel, d'attirer la neutralité du Rassemblement national, qui a coût de 3 milliards sur la taxe électricité, qui a coût d'annonce d'une loi sur l'immigration, qui a coût d'annonce d'une loi sur la proportionnelle ou d'une réflexion qui pourrait aboutir à une loi, etc., etc. Et malgré cette danse du ventre dont Bruno Retailleau est l'artisan zélé, eh bien, le Rassemblement national, dans une logique implacable, préférera le désordre et le chaos plutôt qu'effectivement un budget voté avec quelque chose qui me dérange. C'est pas vrai. C'est qu'on se retrouve finalement avec des personnes qui veulent le fameux Front républicain. Donc on défend la démocratie, il ne faut pas le Rassemblement national, etc. Et finalement, on se retrouve avec des personnes qui défendent la démocratie, mais qui en ont peur, une fois qu'elle doit s'installer, finalement. Peu importe les idées qu'on peut avoir, moi je ne suis pas du tout RN, mais finalement, c'est finalement très curieux de voir la majorité qui dit on a peur de la démocratie. Finalement, ils se font sanctionner parce qu'ils ont mal agi depuis 7 ans. Et l'autre fait, moi, qui je trouve est assez intéressant, c'est que sur le fond, ça montre juste qu'on est malade d'une démocratie qui, elle, est incapable de faire des compromis. On est uniquement dans le fait majoritaire. Ça malheureusement, c'est l'héritage lourd de la Ve République. C'est une crise institutionnelle qui amène une crise politique. Qui n'a jamais vécu dans ou une cohabitation, mais il y avait une majorité autre et franche. Pour moi, le problème de fond, il est en l'absence de majorité. Alors normalement, les institutions de la Ve République doivent permettre de gérer ce type d'instabilité, parce que le général de Gaulle avait construit des institutions pour éviter justement d'avoir des gouvernements qui durent 1 mois, 2 mois. Oui, c'est l'esprit de la 5e pour le coup, ça. Mais force est de constater qu'en l'absence d'un socle majoritaire ou au moins une majorité relative qui permet à la marge de trouver des compromis, aujourd'hui, on est trop loin d'une majorité, même relative. Il y a 2 pôles qui clairement sont dans une opposition, alors peut-être un pôle plus opposant quand même, pour moi, c'est la gauche, parce que le Rassemblement national quand même discute avec Michel Barnier. La gauche, mais je trouve ça trop artificiel. Je comprends l'argument, mais je trouve ça trop artificiel. Il y a une cohérence, mais il faut aller au bout. C'est que Michel Barnier fasse l'union des droites dans les programmes. Juste 2 remarques. Éric. La première, c'est que si Michel Barnier, dans les heures qui viennent, je crois qu'il y a une réunion au Rassemblement national à 14h30. Et à Matignon à 13h45. Et à Matignon à 13h45. Donc là, ça va jouer. Si Barnier accède à des demandes programmatiques du RN, eh bien moi, je dis que ça pose les bases programmatique d'une union des droites. Parce que Michel Barnier, en acceptant des mesures du Rassemblement national, lui qui est LR, en fait, à l'insu de son plein gré peut-être, pour sauver son gouvernement et son poste à Matignon peut-être, mais en fait, et le pays, dira-t-il, il posera les bases d'une union des droites. Donc le coup du Front républicain, le coup du RN est plus fréquentable, ça sera très difficilement tenable parce qu'il reste de LR. Maintenant, pour répondre à Alexis Bachelet, oui, il a raison. Il y a maintenant tellement de groupes, même si le RN est le premier parti représenté à l'Assemblée nationale, tellement de groupes qui ont du poids à l'Assemblée nationale que c'est devenu ingouvernable. Oui, mon cher Alexis, mais la faute à qui? La faute au parti dit de gouvernement qui pendant des décennies, la gauche républicaine
Républicaine, PS en tête, où l'UMP et le RPR ont été incapables de trouver des solutions aux problèmes, ou n'ont pas voulu aborder des sujets qui étaient dits tabous, la sécurité, l'immigration, et j'en passe. Résultat des courses, vous avez fait, vous, au Parti Socialiste, mon cher Alexis Bachelet, le lit du Rassemblement National en n'apportant pas de solution aux problèmes quotidiens des Français. Et je dirais la même chose du RPR, qui avait des grandes déclarations. Mais si. L'UMP. Non, le RPR, les grandes déclarations, où monsieur Juppé s'était pincé le nez en disant, oh là là, mais est-ce qu'on a pu tenir des pareils propos dans les meetings? Mais c'est pas possible. J'ai juste un mot, moi, on dit que M. Barnier est le responsable de tout. Enfin, il a quand même hérité d'une situation, de revenir au macronisme à Emmanuel Macron. Si la situation budgétaire, si les discussions sont tendues, c'est parce qu'il y a 1000 milliards de dettes supplémentaires sous Emmanuel Macron, en 7 années de macronisme. 30 milliards de fraude fiscale selon la Cour des comptes, plusieurs centaines de milliards de fraude fiscale, record de défaillance d'entreprise, un prix d'énergie multiplié par 3 depuis le 2019. Ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Et donc là, on arrive à la discussion sur ce bilan-là, savoir comment on va faire. Monsieur Barnier, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous pour voir les choses de l'intérieur, est extrêmement rigide. Extrêmement rigide. Il a parlé de la suppression. Il a expliqué que l'électricité n'augmenterait pas. Effectivement, il n'a pas dit comment il le finançait, parce que la philosophie du Sénat, c'était de supprimer les taxes sur l'électricité en augmentant le prix du gaz. On n'est pas d'accord avec ça. Mais ça y est, le Sénat, vous avez vu, le Sénat est revenu dessus, mais pardon. Non, mais on ne sait pas comment il les finance. Où est-ce qu'ils vont trouver c'est ça qui est hallucinant. Démocratiquement parlant, qui va se faire tondre ? On trouve anormal, Monsieur Bachelet a expliqué que c'était anormal qu'il discutait avec Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, elle est à la tête du premier parti de France, du premier groupe à l'Assemblée nationale. Et donc, si le premier groupe à l'Assemblée nationale n'a pas son mot à dire, là, on n'est plus dans une démocratie, puisque Monsieur Barnier n'est pas du tout majoritaire. Par ailleurs, sur l'union des droites, on va un peu rigoler. Enfin, je veux dire, Monsieur Retailleau n'a cessé de dire pendant des décennies que son objectif numéro 1, c'était de faire baisser le RN, c'est-à-dire exactement comme vous. Et par ailleurs, la vraie union, celle qui a eu lieu, la véritable union, pas théorique ou je ne sais quoi, dans les actes, c'était au mois de juillet dernier, Monsieur Bachelet. C'est-à-dire que si Monsieur Wauquiez, que vous semblez critiquer à fond, qui suit le RN, a été réélu et élu à l'Assemblée nationale, c'est parce que Europe Écologie Les Verts et le Nouveau Front Populaire se sont désistés. Si Madame Borne a été réélue, c'est grâce au Nouveau Front Populaire. Si Monsieur Darmanin a été réélu. Donc la véritable union, le véritable parti unique, vous en faites partie avec le Parti Socialiste jusqu'à Monsieur Wauquiez. Un électeur, un auditeur, pas encore un électeur. Mais il est peut-être électeur, on espère, pour la démocratie. Me dit l'enjeu des semaines à venir, c'est soit la stabilité en acceptant des mesures RN, soit le bordel avec le vote de la censure. Et alors vous allez répondre dans un instant, petite pause, et puis vous nous direz qui va se faire tondre, Eric. J'ai noté cette petite phrase. Qui va se faire tondre? À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. D'accord, Valérie Expert. Nous continuons de débattre et de parler donc de la situation politique en France. Vous posiez la question, Eric, qui va être tondu, et on revient aussi à ce que disait Andrea tout à l'heure, c'est-à-dire où sont les économies, qui va faire des économies. On entend des gadgets, évidemment que c'est un symbole et que c'est important, parce que je voulais qu'on l'évoque, on en a parlé ici aussi. Les croquettes de chien. Non, pas parce que Caro avait promis de taxer les croquettes de chien. Par contre, il y a une augmentation de la TVA sur l'eau minérale. Oui. C'est quand même un bien de première nécessité. Enfin, ça, c'est dans le budget. Mais sur la suppression des policiers, de ceux qui gardent nos anciens premiers ministres, mais je vous ai entendu ce matin, et c'est vrai que ça m'a interpellé, les anciens présidents de la République, les anciens, ministres régaliens, de l'Intérieur, de la Défense, ça coûte de l'argent. Bien sûr, ça coûte 4 millions d'euros par an. Alors, c'est pas beaucoup, 4 millions. Non, c'est ça qu'il faut... Parce que c'est sur 40 ans. Non, mais c'est ça fait 40 ans que ça dure. C'est Alexis Bachelet qui devient populiste, on aura tout entendu. Et démagogue, on aura tout entendu. Je vais répondre. Non, mais pour bien mesurer dans quel fiasco financier on est aujourd'hui. On a 3228 milliards de dettes. On va chercher 4 millions. On a 167 milliards de déficit public courant, budgétaire, et on a un déficit commercial de 100 milliards d'euros, 98 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est absolument vertigineux, la réindustrialisation, tout ça, bon, on se demande où elle est, les efforts faits. En réalité, ce qui va se passer, et ça a été dit, mais bien avant même que ce pauvre Michel Barnier essaie de convaincre le RN, c'est qu'on sait très bien que sur les 60 milliards qu'ils demandent, il y aura plutôt 40 milliards d'impôts, de taxes supplémentaires, et 20 milliards d'économies sur
le train de vie de l'État pour une raison très simple, c'est qu'il peut pas faire de réforme structurelle, même s'il en avait la volonté, parce qu'il de toute façon il n'a pas de majorité. Donc si vous dites au marché financier je vais faire 60 milliards, ben vous ferez beaucoup plus d'impôts et de taxes. Et qui va payer? Les ménages, les entreprises, la TVA sur l'eau qui passe de 5 à 20%. Enfin, tout est... Et en fait, ce qui pèse beaucoup en ce moment, et c'est ça que les Français ont dans la tête, finalement, que le gouvernement soit censuré ou pas, que Barnier reste ou pas, c'est comment ils vont vivre au quotidien demain ou après-demain. C'est ça leur sujet. Absolument. Andrea? Non, mais simplement, moi, il y a quand même des inepties, par exemple, économiques qui existent, comme les rachats d'actions. Une entreprise vend ses actions, on les rachète pour faire augmenter le cours. Ça, on peut les taxer. Ça, c'est pas l'artisan qui va être taxé. On peut le taxer. Alors, c'est dans le budget. Ils veulent le taxer à 8%. Nous, au RN, on veut les taxer à 33%. C'est 9 milliards d'euros. Et s'attaquer aussi au train de vie de l'État. Vous en avez parlé, 4 millions pour la sécurité et la logistique des anciens premiers ministres ou des ministres de la Défense. C'est en plus. En plus, exactement. Mais on a les comités Théodule, par exemple, qui pullulent partout, qui sont très dépensiers. Qui nous demandent de moins consommer. C'était une promesse, Valérie, de M. Macron en 2019, d'aller faire des économies, d'aller chercher de l'argent là-dedans. Bon, c'est pas fait. Donc, encore une fois, je le rappelle, désolé de répéter, le bilan de tout ça, hérité par M. Barnier et la situation actuelle, c'est quand même la Macronie qui l'a installé. Ça, vous l'aurez dit. Alexis? Moi, je veux redire quelque chose parce qu'effectivement, on est dans un contexte où on va demander aux Français des efforts supplémentaires. Ce qui veut dire concrètement que les Français vont devoir... alors, on nous dit, en fait, le jeu, c'est le bon taux, quoi. C'est de dire, d'essayer de faire croire à chaque catégorie de Français que ça ne sera pas lui qui sera touché. Donc, aux retraités, on dit, non, ne vous inquiétez pas, on va faire payer les riches, les plus riches, Et puis à chaque fois, mais en fait, à la fin, c'est quand même les Français qui payent, quoi. Voilà. Même si c'est les entreprises, etc., qui certaines peuvent faire des efforts, mais bon, je suis pas sûr qu'à la fin, l'artisan, il soit pas obligé d'y être de sa poche. Mais il y a un sujet qui est vraiment problématique. Et d'ailleurs, c'est un des échecs de François Hollande. Tu vois, je vais aller dans le sens d'Éric. C'est que François Hollande avait dit quelque chose de très juste. Il n'en a pas connu qu'un échec. Je veux une présidence normale. Mais en fait, le problème de la politique en France, c'est que on a une élite qui vraiment gaspille l'argent public. Mais vraiment. Et je dis pas ça pour faire du populisme. Je dis ça parce que je l'ai vécu quand j'étais député. Moi, quand j'étais député, j'allais souvent dans les ministères. Allez voir dans les ministères le nombre de gens qu'il y a, les cuisines, les personnels, pour avoir une tasse de thé, il y a 4 personnes qui vous servent, etc. Il y a un train de vie, non pas de l'État. Je parle pas du fonctionnaire et des services publics. Je parle du gouvernement. Moi, je serais en capacité, et je pense que il n'y aura peut-être pas de majorité pour faire ça, mais je pense que les Français seraient d'accord, je mettrais tous les ministres dans un immeuble, comme ça se passe en Scandinavie, et je réduirais toutes les histoires de... On a Jean-Pierre Chevènement, qui est plus ministre de l'Intérieur depuis 25 ans, il a encore quelqu'un qui le suit tous les jours, et il a un chauffeur. Daniel Vaillant, tous les anciens ministres, de droite comme de gauche, tout le monde se gave. Et c'est de l'argent public. Alors, mais est-ce que vous l'aviez dit quand vous étiez au pouvoir, ça? On ne serait plus crédible. Pourquoi est-ce que vous le dites quand vous n'êtes plus au pouvoir? Qu'on s'appelle Michel. Non, mais c'est marrant, je parle même pas de Laurent Wauquiez, des repas, parce que en plus, il y en a qui se gobergent aussi dans les régions, dans les départements. On trouve les mêmes. Oui, c'est les mêmes partis. Le Rassemblement national aussi se goberge avec l'argent public parce que les assistants parlementaires. Monsieur Cotarac, regardez-moi. Les assistants parlementaires, ils sont payés avec de l'argent public. Donc quand vous faites des emplois fictifs, là, on est à 2 doigts d'être condamné. Vous gaspillez l'argent public. Comme Fillon avait fait avec sa femme. Rien à donc voir. Oui, moi je comprends que les Français ils soient scandalisés, non pas qu'ils soient pas patriotes et qu'ils veulent pas que le pays s'en sorte, mais ils disent, quand ils regardent leurs élites politiques, qu'elles soient de droite, de gauche et d'extrême droite, qui se gobergent, faites d'abord, montrez l'exemple. Soyez exemplaires, arrêtez de gaspiller l'argent public et après vous pourrez nous demander des efforts. Mais ça, il n'y a aucun gouvernement, majoritaire, minoritaire, depuis sous la 5e République, personne n'a réussi à commencer à faire des économies qui seraient soutenues par les Français. Moi, Eric, excuse-moi, c'est pas du populisme, parce que quand j'étais député, tu peux regarder sur Internet, j'en ai parlé au moins 5 ou 6 fois, j'ai dit... les avantages des anciens présidents de la République, c'est scandaleux. Alors écoutez, quand on met tout ça bout à bout, ça fait beaucoup d'argent. Écoutez Elisabeth Borne, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Écoutez. Vous savez, les dépenses des premiers ministres, et je pense que c'est important au moment où il y a beaucoup de défiance vis-à-vis de la classe politique, de dire que ce qui est pris en charge, quand on est un ancien Premier ministre, c'est une voiture qui accompagne la protection, la sécurité qui vous est assurée. Alors si Michel Barnier pense que je n'ai pas de problème de sécurité, peut-être,
Mais c'est ça la... En l'occurrence, vous avez des problèmes de sécurité. Bah écoutez, je pense que vous l'avez dit, j'ai porté des réformes qui n'étaient pas toutes populaires. Donc je pense qu'une protection et une sécurité, ça me paraît adapté. Ça fait combien de personnes en tout? Alors, vous voyez, il y a une grande différence entre une femme de gauche et un homme de droite. C'est que Madame Borne, qui est de gauche, en fait, elle n'a pas qu'une voiture. Hein. Elle a un chauffeur et un garde du corps, voire deux. Ouais. Deux gardes du corps. C'est elle trouve que son statut et les lois qu'elle a fait voter la rendent tellement impopulaire qu'elle est menacée pour sa vie. Évidemment, je mets ça avec un point d'exclamation sans me moquer, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver aux gens. Et que Jean Castex, lui, qui est un homme de droite, lui, il prend le métro, si vous voulez. Et il coûte 3 500 € par an aux contribuables français. Vous voyez. 200 000. Enfin, voilà. Il coûte aussi à la tête de la RATP. Bah, il est payé pour faire ça. La question, c'est pas le coût. En fait, la question, c'est pas tant du coût. Au final, c'est une cacahuète dont le budget, c'est pas grand-chose. En revanche, la symbolique, elle est monstrueuse. C'est-à-dire qu'on se retrouve, c'est la symbolique, moi, que je critique. Bah oui. Le coût, c'est pas si exorbitant. Si vous mettez toutes ces sommes quand même additionnées, oui, mais 200 000 € par-ci, 200 000 € par-là, ça fait quand même de l'argent. Oui, mais c'est quand on cherche des économies. Oui, mais effectivement, ok, très bien, il n'y a pas de petites économies, j'en conviens parfaitement. Mais la symbolique, qui se souvient du ministre de l'Intérieur il y a 10 ans? Personne. Tout le monde s'en fout. Combien ça concerne combien de personnes? Mais comment s'appelle le ministre qui est resté un mois? C'est Mathias. Oui, mais je sais plus. Mathias. Oui. Eh ben lui, il en bénéficie. Protection. Et Édouard Balladur, qui est mené en 1929. Oui. Mais personne n'est reconnu dans la rue. La femme de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing bénéficie également encore la femme de Valéry Giscard d'Estaing. Enfin, j'ai rien contre elle, elle est très sympathique. Elle a 91 ans, 94 ans. Elle coûte de l'argent public. Enfin, je veux dire, en fait, c'est sans fin. Il fallait s'attaquer au train de vie de l'État quand vous étiez au pouvoir. À la fin, ça commence à faire des sommes. C'est fini. La France est pas on est généreux quand même avec nos anciens dirigeants. C'est fini. Puis il va falloir suivre ce qui va se passer cet après-midi à l'Assemblée, et Sud Radio sera là. Allez, merci à vous. Bonne journée. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.